Chères auditrices et chers auditeurs de Demain n'attend pas, aujourd'hui un épisode assez spécial avec Giulia Clara Chessou, une personne extraordinaire qui va nous parler de son parcours évidemment, qui a croisé la route d'Elie Wiesel, qui a été son maître à penser, mais aussi de Simone Veil, de Malala, du docteur Mukwege, de tant d'autres. Elle a travaillé sur le théâtre et sur l'art de façon plus générale comme à la fois un outil de transmission et un outil de réparation. Et puis Giulia, c'est aussi une femme qui est artiste pour la paix à l'UNESCO et qui va s'aventurer sur la diplomatie. Et ensemble, on aura l'occasion d'évoquer ce qu'est une diplomatie civile, une diplomatie entrepreneuriale et une diplomatie féminine. Et qu'est-ce que ça change ? Alors voilà, je vous laisse avec Giulia pour un épisode assez étonnant, assez extraordinaire, un épisode qui, à son image, construit des ponts entre différents univers. Je vous souhaite une très bonne écoute et si, comme toujours, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager très largement autour de vous, à le noter et à mettre un gentil commentaire sur les plateformes. À très bientôt. Giulia, je suis super heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Ça va être une heure de folie, comme tu disais. Alors, ça part dans tous les sens parce que j'ai tu vois, déjà, rien que pour te présenter, j'ai une page de description. Tu vois. J'y vais, je me lance. Alors, tu as un parcours super singulier qui va mêler avec bonheur tes travaux artistiques parce que tu es d'abord une femme de théâtre. Une artiste, tu es aussi, et on va voir pourquoi, une ambassadrice de la paix à l'UNESCO, une experte en diplomatie civile. Et là, tu vois, on peut se demander comment tu y es venue, et on va le comprendre dans notre échange. Mais on voit qu'on commence à relier des univers très différents et à faire des ponts, et c'est là où ça va devenir super intéressant. Et depuis plus de 20 ans, tu agis auprès des victimes de violences, de guerre et de discrimination en faisant dialoguer art et engagement. Et ça va m'intéresser au plus haut point. C'est un sujet qu'on n'a encore pas abordé dans Demain n'attend pas. Je vais dire quelques mots de ta formation avant qu'on enchaîne sur notre discussion à bâton rompu. Donc, comme je te le disais, tu as d'abord été formée en art, tu as été formée au Conservatoire d'art dramatique. Et puis, après un petit passage avant ou après par l'ESSEC pour pouvoir apporter aussi une structure business aux pièces que tu voulais monter, tu fais un double doctorat et tu es élève du prix Nobel de la paix Elie Wiesel. Alors là, je dois dire que quand j'ai commencé à découvrir ça, j'étais fan absolue et mon désir de te rencontrer a décuplé et je veux absolument qu'on en parle parce que j'ai grandi biberonnée par Elie Wiesel. Tu as réalisé avec lui ta thèse intitulé « Théâtre et sacré, une analyse d'une interculturalité dramatique sur les œuvres de Paul Claudel et d'Elie Wiesel ». J'ai rarement des invités aussi intello, donc on va pouvoir se régaler. Et assez vite, tu vas utiliser le théâtre en tant que thérapie, en tant que catharsis pour aider les victimes de violences et des femmes en particulier. Et tu vas travailler auprès de personnes assez extraordinaires comme le docteur Denis Mukwege. Dans la République du Congo, tu vas travailler au Rwanda, tu vas mettre des victimes sur scène pour les aider à vivre, à survivre, à faire résilience de leur trauma. Et puis aussi, on en parlera pour que la mémoire de ce qu'ils ont vécu puisse être transmise. Et c'est quelque chose que tu fais avec les victimes, mais aussi en montant des pièces de théâtre et en lisant des textes auxquels tu prêtes ta voix dans des traductions françaises avec des textes assez extraordinaires. J'espère qu'on aura le temps d'en parler aussi. Tout ce qu'on n'aborde pas, je le mettrai dans les notes de l'émission parce que je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de tout aborder. Je sens déjà que je vais être frustrée. En parallèle, et aussi parce que tu te plonges dans des histoires de souffrance assez évidemment très aiguës, en parallèle, par le hasard des rencontres à Harvard où tu fais ton postdoc, tu rencontres Tal Ben-Shahar, qui est le professeur de bonheur, et tu vas te former à la psychologie positive que tu vas utiliser aussi à la fois dans du coaching de dirigeants, dans du coaching de diplomates, dans du coaching de dirigeants de secteur public, mais aussi auprès des victimes de violences. Et on verra comment tu mêles tes ressources théâtrales et tes ressources de psychologie positive pour pouvoir aller vers la curation. Tous ces travaux-là t'ont amené à être artiste pour la paix à l'UNESCO, il y a un peu plus d'une grosse dizaine d'années, où tu es également hyper active, tu montes des événements internationaux, Feminavox, le World Art Day Forum, qui à nouveau mêle tes engagements pour les femmes, pour la résilience au travers de l'art. Et puis, je l'ai dit en introduction, tu vas aller t'aventurer sur la diplomatie civile, on verra ensemble ce que ça veut dire.
Et tu as été à l'initiative d'un accord assez extraordinaire sur lequel je veux prendre absolument le temps de revenir, qui s'appelle les accords de Sarah et d'Ajar, qui sont un pendant féministe aux accords d'Abraham. Et ça, c'est quand même aussi une première qu'on te doit et sur lequel j'espère que tu pourras capitaliser. Alors c'est super riche, c'est foisonnant, c'est bouillonnant et tu es une femme de pont et j'adore ça. Alors pour commencer, je vais te demander de faire un peu de spéléologie et de revenir à ton enfance et de nous raconter d'où tout ça te vient, comment tu as grandi et quelles sont les racines de ce besoin d'aller à la fois t'exprimer d'un point de vue culturel très fortement, mais aussi d'aller te frotter à la douleur des autres et leur apporter des outils. Alors d'abord, merci Delphine de me permettre de pouvoir échanger aujourd'hui au micro. Si on revient sur mon enfance, je pense que j'ai toujours fait du théâtre et j'ai seulement changé de scène. Et c'est vrai que ce soit la scène diplomatique, que ce soit la scène du monde, pour moi faire du théâtre, c'est parti d'une certaine manière d'une envie plus jeune de pouvoir incarner différents personnages. Quand on est comme ça ado, on essaye de pouvoir vivre d'autres vies. Peut-être parce que j'étais une petite fille qui était très gâtée et qui n'a jamais connu la souffrance. Donc c'est vrai qu'il y a cette difficulté de se dire que moi je ne souffre pas, mais je sais que dans ce que l'on me cache, dans ce à quoi j'ai pas accès, je sais qu'il y a de la souffrance et je me dois d'une certaine manière de pouvoir essayer de mieux comprendre le monde. Tu te sentais dépositaire d'une forme de secret familial ou de souffrance familiale ? Pas forcément souffrance familiale, mais beaucoup plus avec une conscience de l'importance des conflits. À l'époque, on parlait Rwanda, on parlait de conflits, bien sûr, avec tout ce qui touchait guerre du Golfe, etc. Donc il y avait en fait en sous-tendu, en flux tendu, il y avait le rapport à la mort, il y avait le rapport à la souffrance. Et c'est vrai que moi, en petite fille qui a eu la chance de pouvoir être bien élevée et dans la volonté en fait de pouvoir faire le bien, il y avait déjà une volonté de comprendre par l'incarnation. Donc sur scène, j'ai eu la chance de pouvoir incarner toutes sortes d'héroïnes, que ce soit À quoi rêvent les jeunes filles, de Musset, ou alors Antigone, de Anouilh. Donc vraiment, j'allais dire les premiers rôles classiques, puisque bon, j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui était théâtre classique et puis théâtre moderne. Et avec ce délice déjà de bien faire, de bien dire, de bien suivre ce que voulait le metteur en scène, et puis d'avoir des applaudissements. Puis finalement, ce schéma-là a été assez, pour moi, restrictif. Une fois qu'on a dit des mots qui ne sont pas les siens, une fois qu'on a bougé sur scène avec des mouvements qu'on nous dicte en tant que metteur en scène, une fois qu'on nous applaudit pour avoir bien fait et qu'on est sujet à des castings, donc des moments où on est choisi, on a quelque chose, je trouve, qui est assez passif dans le rapport au théâtre, tel qu'il est d'un point de vue classique ou d'un point de vue de défense du beau. Et ce travail d'interprète, je l'ai beaucoup aimé, mais il ne m'a plus suffi, et c'est pour ça que je suis rentrée ensuite dans quelque chose qui était beaucoup plus de l'ordre de l'art-thérapie, où là, l'aide qui va être proposée va être une aide beaucoup plus active que lorsque l'on est dans une volonté de transmission. Tu nous amènes vers l'art-thérapie, il manque une marche entre les deux. Qu'est-ce qui t'a ouvert sur cette compréhension de ce que le théâtre pouvait être aussi comme outil de guérison ? Alors, il y a eu ce moment d'essoufflement. C'est-à-dire que moi, le théâtre, je lui dois les premières fois où je me suis maquillée. Je suis montée sur scène très tôt, vers l'âge de 11 ans, 10, 11 ans. Donc, je ne suis pas du tout d'une famille où on se maquille très jeune. Donc, je lui dois la beauté telle qu'on peut l'imaginer, hein, la reconnaissance aussi d'un public. De faire bien, c'était vraiment correspondre à une certaine idée d'esthétique, hein, et puis de bien dire en termes de diction. Donc ça me reste encore aujourd'hui. C'est absolument important pour moi. L'amour des mots, la conscience du bien dire, la conscience de la posture aussi. Il y a tout un travail du corps qui est dans un état, pas seulement de grâce, mais dans un état de don à l'autre. Ça, c'est des choses que je vais bien sûr explorer et que je vais transmettre au niveau du coaching. Mais il y a eu un moment d'essoufflement
où justement ce rapport à bien faire, puis avoir une reconnaissance, où je me disais, mais en fait, on me remercie de quoi, pourquoi? Oui, j'ai permis d'avoir ce moment de déconnexion de la part du spectateur. Il y a eu ce moment, cette bulle de rêve que moi, j'ai pu initier, et encore en tant qu'élément d'un tout. Mais il n'y a pas de bien-être où il n'y a pas d'allègement de souffrance. Il y avait un état de bien-être collectif, mais il n'y avait pas de volonté d'allègement des souffrances et de possibilité de rendre autonome. Moi, mon rêve, et ça a été lorsque j'ai découvert Augusto Boal, j'ai découvert qu'en fait le théâtre était bien plus que simplement un travail de transmission. C'était un vrai outil sociétal. Là où j'ai commencé à respirer, c'est lorsque j'ai vu combien est-ce que le spectateur peut devenir spectateur en utilisant en fait ce pouvoir que l'on a sur scène pour ensuite disparaître et proposer que l'autre vienne et lui permettre en fait de devenir, par une incarnation fictionnelle, de lui faire comprendre des choses de l'intérieur. Il y a un mécanisme psychique à l'œuvre dans le théâtre qui est bouleversant de puissance. Ce qu'on sent dans ce que tu nous livres aujourd'hui, c'est aussi l'envie d'aller plus loin dans ta capacité d'aider l'autre, de soulager l'autre. Quelque part, tu nous dis l'art pour l'art, c'est bien, mais en fait, comment est-ce que je t'aide, toi qui es en souffrance? Tu comprends d'où te venait cette envie de sauver? Quels étaient tes rôles modèles à l'époque? Oui, il y a des épisodes qui me reviennent, là, quand j'avais 5-6 ans, mes parents m'avaient laissé pour jouer dans un petit terrain, et il y avait des garçons, et donc on se distribuait les rôles, et quand c'est venu à moi, en tant que petite fille, on m'avait dit, oui, bon, toi, tu joues, mais tu comptes pour du beurre. Et cette notion-là du compter pour du beurre m'avait frappée, parce que c'est vrai que le beurre, c'est vraiment exactement ce que les femmes ensuite vont représenter pour moi, c'est-à-dire une chose informe, qui peut fondre rapidement, et puis de toute façon qui est même pas dans le jeu, quoi. Voilà, la décoration. On est sur le banc de touche. C'est le banc de touche, c'est ce qu'on met sur la tartine, mais quand même la confiture c'est mieux, et puis le pain, je veux dire. Et cette notion-là, compter pour du beurre, m'a frappée. Et c'était pas forcément une idée de revanche, mais une idée de compréhension profonde de comment pas compter pour du beurre, comment aussi devenir du pain, comment devenir un élément, pas dans une volonté de pouvoir, mais dans une volonté réelle de trouver une place d'utilité collective. Oui. Et ça va vraiment me coller à la peau pendant toute ma carrière. Alors, on sent très fortement cette envie de faire ta part. C'est ça. Je le disais dans l'introduction, tu vas te tourner vers Elie Wiesel. Alors déjà, je suis un peu plus âgée que toi, mais on est quand même un peu de la même génération. Pour notre génération, Elie Wiesel, c'était, j'allais dire, je ne sais même pas à qui le comparer, c'était Dieu sur terre. Il refuserait absolument ce terme-là. Il serait outré, mais en tout cas, il incarnait une figure à la fois évidemment de la souffrance infinie, mais aussi de la transmission. Il a été sur les rangs pour être prix Nobel de la paix. Il a enseigné la mémoire de la Shoah partout, tout au long de sa vie. Comment tu es amenée vers lui? Alors moi, j'ai toujours été bonne élève, on l'a compris. Je voulais faire bien les choses, et puis en faisant bien les choses, on l'a vu, ça me suffisait pas. Je voulais aussi faire en sorte que, en faisant bien, ça aille mieux. Et après avoir passé par la case ESSEC, pour essayer de comprendre la production culturelle, commencer à faire des business plans pour différentes pièces de théâtre, toujours tourné vers l'idée de travail avec le théâtre pour la catharsis de victimes post-traumatiques. Je tombe sur une pièce de théâtre qui s'appelle Le procès de Shamgorod. Alors en anglais, le procès de Shamgorod, ça se dit The Trial of God, le procès de Dieu. Et donc je tombe sur cette pièce qui reprend en fait un épisode du XVIIe siècle, lors des pogroms dans l'Europe de l'Est, qui est une très belle métaphore, justement, de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Et cette pièce est signée par Elie Wiesel. Je me dis, mais je n'étais pas au courant du tout qu'Elie Wiesel avait écrit des pièces de théâtre. Sûr, il est d'abord connu pour ses romans. Un survivant qui utilise le théâtre pour pouvoir à la fois sans doute faire la catharsis et toucher son public. Il faut que je le rencontre. Alors je le connaissais bien sûr par ses livres,
Mais bon, je me suis renseignée pour savoir où est-ce qu'il était, puis j'ai simplement écrit, comme on envoie une bouteille à la mer, je lui ai écrit que je serais heureuse de l'interviewer, bien sûr, sur ces questions. Pourquoi le théâtre ? Est-ce qu'il pensait que le théâtre était vraiment un média intéressant pour un survivant ? Et puis bon, j'envoie, puis j'attends. Et puis le mois suivant... Tu envoies par courrier à l'époque. Oui, bien sûr, à l'université de Boston. J'attends un petit moment. Exactement, comme on envoie une bouteille à la mer. J'attends, et puis le mois suivant, je reçois une réponse en me disant que il souhaitait me rencontrer, qu'effectivement, pour lui, le théâtre restait ce format utile et puissant qui pouvait correspondre à la transmission d'un témoignage, puisque pour lui, il le dira souvent dans les cours, le cinéma ou la télévision avait créé une sorte de banalité du mal. Donc que cette espèce de rapport confidentiel entre spectateurs et acteurs correspondait pour lui à un endroit privilégié pour que puisse passer la mémoire, et qu'il avait d'autres pièces de théâtre dans ses archives que personne n'avait pensé pouvoir publier, puisque lui, il était plutôt novelliste, et qu'il les ouvrait pour moi, qu'il serait mon directeur de thèse si j'acceptais. En fait, tu es tombé sur un sujet qui l'intéressait particulièrement et sur lequel personne n'avait encore étudié. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer, et ça a été absolument fantastique. Et c'est vrai que quand on voit le côté touche à tout, le côté des différentes planètes que j'essaie de faire tenir ensemble, c'est très inspiré de lui, que ce soit le côté artistique. C'était un homme qui avait une vraie conscience de la narration, du récit. C'était quand on l'entendait dans sa façon de prendre la parole, toujours aussi illustré par pas mal de récits bibliques. C'est quelqu'un qui avait une vraie conscience, en fait, du bien-dire et du dire de façon, j'allais dire, grand public. Oui, mais il me semble qu'il avait été élevé pour être racide et donc baigné aussi dans les histoires talmudiques. Exactement. Les contes, en fait, les aussi. Contes. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment les contes racidiques. Et donc, il y a le côté, je dirais, théâtral. Il y a le côté diplomatique, puisque c'est un homme qui se tenait aux côtés des grands pour leur rappeler non pas seulement la mémoire de la Shoah, mais la mémoire de la souffrance. C'était quelqu'un qui est parti avec Obama sur la question aussi de tout ce qui touchait massacre, Rwanda, Sarajevo, etc. Sûr. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait une conscience de la nécessité que ces grands du monde entendent aussi plus de justice. Donc il avait vraiment une conscience universelle qui était absolument exceptionnelle. Et puis bien sûr le maître, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui tenait absolument à pouvoir être professeur dans une université et venir de New York une fois par semaine pour nous donner cours. Ce que j'ai beaucoup apprécié chez Elie Wiesel, c'est que c'était un homme qui avait une vraie conscience de la souffrance de l'autre. Et cette notion-là d'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, lui permettait justement de ne pas être dans un prisme extrémiste. Dans ses mémoires, il raconte combien est-ce que les nazis lui ont sauvé la vie de la folie. Et quand j'ai lu ça paraît surprenant. Ça paraît très surprenant, parce que qu'est-ce qui peut être pire, n'est-ce pas, que l'apparition du nazisme pour cette petite famille à qui plusieurs non-juifs avaient dit « partez, si Geth va être envahi ». Et il explique qu'à l'époque, il allait avoir la majorité religieuse et il s'adonnait à des rites très violents pour faire venir le Messie. Ils étaient plusieurs jeunes garçons comme ça, de 13 ans, et qui voulaient suivre en fait des grandes figures en s'adonnant à des jeunes, à des rituels de bains glacés, etc. En travaillant justement cet ascétisme, mais au point où les 3 garçons avec lesquels il avait travaillé, l'un est tombé malade, l'autre est mort, le 3e avait perdu l'usage de la parole, et lui était sur le point, il le dit, de devenir fou de Dieu si les nazis n'étaient pas venus. Et il a gardé ça. C'était un homme qui était profondément contre l'extrémisme religieux. Il est resté dans sa tradition jusqu'au bout. C'est un homme pieux. Mais il avait cette conscience de combattre l'extrémisme, même, j'allais dire, dans sa propre chair. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans sa façon d'aborder les choses.
Est-ce que c'est le travail que tu as mené avec lui qui t'a aussi mis sur le chemin du rôle du théâtre en tant qu'art-thérapie ? Oui, comme je l'ai dit, pour moi, il y a eu le trio gagnant avec Elie Wiesel. C'était cette conscience théâtrale parce que il y a tout un travail du bien-dire, théâtrale parce que le théâtre nous force à vivre ensemble sur scène. Donc il y a un aspect diplomatique, en tout cas de vivre ensemble, d'avoir une conscience du lien. Et puis bien sûr, la transmission qui doit se faire entre maître et élève. Donc ces trois dimensions-là, pour moi, Elie Wiesel me les a données. Tu as aussi été amenée à rencontrer, j'imagine, via Elie Wiesel, mais tu vas me dire, une femme qui nous a toutes formées, toutes et tous d'ailleurs, qui est Simone Veil. J'ai eu la chance de la rencontrer parce que c'était un jour de célébration de la mémoire de la Shoah à l'UNESCO. Et j'avais proposé une lecture à 2 voix avec Francis Huster. M'a permis en fait de pouvoir, par le biais d'Elie Wiesel, rencontrer Simone Veil. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter, qu'elle puisse me faire un retour aussi sur comment elle avait vécu l'échange que j'avais créé avec Francis Huster. Et puis, je lui avais présenté mon travail en lui disant à cette époque que j'avais vraiment envie de m'orienter sur la question de la femme. Et voilà, elle m'a dit quelque chose que je garderai toujours en moi. Elle m'a vraiment dit « n'ayez pas peur ». Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'aime pas la violence, je pense, comme tout le monde. Je suis pas quelqu'un qui est agressif, je suis pas quelqu'un de revanchard, et donc du coup cette notion de peur, déjà en tant que femme pour un monde d'hommes, puisque la femme compte encore un peu pour du beurre, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et du coup j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer ces discours, un livre qui s'appelle Mes combats et qui reprend tous ces grands discours. Et en tant qu'actrice, en tant que comédienne... Oui, dans le cadre des livres lus. C'est ça, dans le cadre des livres lus, et pouvoir utiliser ma voix pour faire entendre la sienne. Tu as incarné quel hommage, Simone Veil. Alors justement, ça c'est très intéressant que tu parles d'incarnation, parce que quand on travaille avec Elie Wiesel, quand on travaille avec Hélène Baird, quand on travaille avec Simone Veil, quand on travaille avec le docteur Mukwege ou même Malala Yousafzai, qui sont des personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler et dont j'ai transmis les voix, on désincarne. En fait, bizarrement, je ne joue pas à être Simone Veil ou Denis Mukwege ou Elie Wiesel. Beaucoup ont été surpris en me disant « Mais pourquoi Elie Wiesel t'a demandé à toi, une femme, de pouvoir enregistrer ta voix sur La Nuit ou alors sur Cœur ouvert ?» C'est pas logique. Pareil pour Denis Mukwege. Pourquoi c'est toi qui as enregistré La force des femmes ? Mais tu universalises plutôt que d'incarner. Et il y a un travail de timbre de voix qui fait qu'on dépersonnalise. Quand on n'entend pas l'incarnation d'une femme qui fait semblant d'eux. Et c'est ça qui est formidable, c'est que lorsque je fais des lectures en public, on ne m'applaudit pas. Et c'est ça qui est puissant. Parce qu'à la fin du témoignage, on n'attend plus une reconnaissance parce qu'on a bien fait. On attend une compréhension et une transmission que le témoin a pu permettre à des témoins d'exister. Et ça, c'est d'une puissance généralement... un silence d'une épaisseur, je me rappelle pour le journal d'Hélène Baird ou alors pour des extraits de La Nuit, un silence d'une épaisseur bouleversante. Et c'est comme si il y avait cette promesse murmurée par le public. On a compris, on sera là, on relayera. J'adore t'entendre là-dessus parce que on voit bien l'écart avec ce que tu nous disais tout à l'heure sur tes premières montées en scène où tu incarnais, tu avais le plaisir d'être sur scène, mais c'était quelque part, et pardonne-moi pour le mot, mais un plaisir un peu narcissique aussi, où l'acteur incarne et attend la reconnaissance. C'est ça. Là, tu deviens passeur d'une histoire qui n'est pas la tienne, mais qui permet de transmettre une mémoire. C'est une histoire de maturité aussi, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de dire bravo, t'as bien fait. Oui, on est passé à un autre niveau. Bien sûr, tu as l'adolescence derrière toi. C'est ça. Tu nous parles de ces textes que tu mets en scène ou que tu lis. Quel est ton regard que tu portes aujourd'hui sur la transmission dans notre société ? Est-ce que tu la trouves évanescente et tu y vas à 2 pieds parce que justement ça a besoin de renfort ou tu la trouves à son juste niveau ? Quel est ton regard aujourd'hui ? Je trouve que l'actualité choisit ses combats et qu'il y a beaucoup de combats qui sont biaisés malheureusement.
Je pense que quand on parle du droit des femmes et qu'on commence à parler de la question du genre, on va dissoudre bien sûr cette question des femmes dans un ministère qui va considérer les minorités. Voilà, alors la femme, elle va être reléguée avec, racisme, antisémitisme, alors qu'on est quand même à 52% de la population du monde. On voit en tâche d'influence, c'est facile à voir, combien est-ce que certaines paroles vont être amplifiées par rapport à d'autres. Aujourd'hui, bien sûr, il y a quelque chose qui se passe d'affreux au Soudan ou au Congo. Il y a toujours Cox's Bazar au Bangladesh. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de femmes iraniennes qui continuent à être pendues ou afghanes, avec des femmes qui ne peuvent même pas échanger de paroles dans des lieux publics, ni chanter, ni danser. Et je trouve que, en fait, en termes de transmission, c'est compliqué. Maintenant, je peux comprendre, pour avoir des enfants en bas âge, que l'on doit avoir de l'espoir. Et quand je dis de l'espoir, on ne peut pas se gargariser non plus de malheur du monde. Et c'est justement, et sans doute tu m'en parleras, pourquoi je me suis tournée aussi vers la brillance de la psychologie positive. Mais au niveau de cette transmission, pour moi, oui, j'ai beaucoup enregistré de grands textes. Aujourd'hui, j'ai près de 50 livres que j'ai enregistrés. Mais il y a aussi des transmissions un peu plus joyeuses. Je pense à Amélie Nothomb, que j'ai pu enregistrer, L'hygiène de l'assassin. Je pense à Happy Lee James, qui est une des femmes merveilleuses romancières qui travaille beaucoup sur tout ce qui va être enquête et détective. J'avais fait Mort à Pemberley, donc c'était un truc sur Pride and Prejudice. Il y a quand même beaucoup de choses que j'ai fait avec ma voix et que... là, c'est vraiment tout le côté ludique. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir essayer d'expliquer, en faisant une frise des conflits du monde, d'expliquer des transmissions, d'expliquer les montées des extrémismes. Je trouve que, en termes de transmission, on a peu la capacité de comprendre combien les montées des extrémistes est toujours la même, avec des rapports à la société et des courants qui vont se former, le rôle des médias, etc. Donc c'est sûr que je pense qu'il y a une transmission qui est biaisée par rapport à l'importance de certains conflits, et puis il n'y a pas d'outils qui sont donnés clairement sur comment je reconnais qu'attention, voilà, ça recommence. On est sur un terrain glissant là-dessus, alors que, je pense à des lieux comme le Camp des Milles, qui est un des rares endroits qui est un mémorial près de Marseille, qui reprend justement tout un protocole pour mieux comprendre la montée des extrémismes, en mettant en parallèle le Rwanda, la Shoah, l'Arménie, et en reprenant en fait vraiment une sorte de ritualisation de l'extrémisme avec condamnation de minorités, et puis ensuite comment est-ce que la bête enfle pour arriver justement à la justification d'atrocités. Tu nous engages, si je te comprends bien, d'une part à avoir une compréhension profonde, avec une compréhension des mécanismes récurrents et un travail historiographique. C'est certainement un travail de l'école, mais c'est un travail de formation continue. C'est un travail qui doit être réapproprié et par les productions culturelles et par les médias, et auquel on doit se frotter de façon régulière. Alors je suis désolée parce que je vais t'éloigner de cette nourriture joyeuse. Tout à l'heure, quand tu nous parlais du rôle du théâtre, tu nous faisais bien ces deux pendants entre le théâtre comme outil de mémoire, et on vient d'en parler au travers du théâtre et de tes lectures, et aussi le théâtre comme outil de résilience pour les victimes elles-mêmes. Et j'aimerais bien te faire parler de ça, parce que c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup travaillé, dans des conditions assez dingues. Qu'est-ce que ça veut dire, ce théâtre comme outil de résilience pour les victimes ? Comment ça marche ? Et toi, ton travail là-dedans, c'est quoi ? Alors, comme il y a des écrivains publics, il y a de l'aide à la prise de parole publique. Ça commence à ça. C'est des personnes qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qui leur est arrivé, en particulier des personnes qui sont muettes. Vous savez qu'il y a des moments, en fait, où le trauma est tel, surtout pour des jeunes femmes qui se sont fait violer, que l'usage de la parole même, c'est-à-dire c'est une personne qui n'est plus capable non seulement de prononcer un son, mais psychologiquement de mettre un jeu. Le jeu, c'est-à-dire le sujet d'une phrase. Parfois, tu n'as même plus la mémoire. Il y a bien sûr cette question de mémoire, et puis il y a la conscience d'avoir été tellement victime que je vais vivre ma vie passivement.
Donc, le théâtre, qui est un art de dire, qui est un art d'incarnation, c'est-à-dire un corps qui va être au service d'une parole, va être assez puissant. Pourquoi ? Parce que déjà, on a une réintégration corporelle avec, je dirais, un art du mouvement qui va être proche d'une sorte de pantomime. On ne va pas jusqu'à la danse, mais on va être sur de la réappropriation par des micromassages, par des moments où on va commencer à oser toucher le visage, etc., en prenant comme prétexte la fiction. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous faire parler de vous, on va vous faire parler d'un personnage. Les marionnettes avec les enfants sont assez bouleversantes sur ça. Le détour de la fiction va permettre à la personne de se sentir en confiance. Je vais jouer à être Antigone, je vais jouer à être ce personnage, etc. Et bien entendu, on se rend compte qu'une fois incarné, la colère qui sort, la tristesse qui sort, l'émotion qui sort, c'est de la personne. C'est absolument pas du personnage. Donc, c'est quelque chose qui est assez bouleversant de voir comment petit à petit on permet à la personne de se réapproprier corporellement, psychiquement, langagièrement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, au bout de l'atelier, va commencer à pouvoir faire une phrase parce que elle a murmuré une chanson qu'elle a pu apprendre par cœur, ou alors elle a joué à être un personnage précis. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bouleversant. Et je pense par exemple au travail de Tatiana Mukanire-Bandalire, qui est la chef des survivantes des femmes victimes de viol au Congo, qui a pu écrire justement dans un cadre d'art-thérapie une lettre à mon bourreau. Que tu as lu, il me semble. Exactement. J'allais dire que tu as incarné, mais je vais du coup pas dire incarné, mais dont tu t'es fait la voix. C'est ça, exactement. Donc l'idée de cette lettre à mon bourreau, elle est absolument incroyable parce que elle permet à la personne, j'allais dire, d'aller en paix. C'était Lacan ou Freud qui disait qu'une fois que la maladie sort de façon expressive, il y a déjà en fait une guérison qui peut être envisagée. Il y a déjà cette espèce de mal qui va devenir objet. Qu'est-ce que c'est que l'objet ? C'est ce qui est placé devant moi. Je l'ai fait sortir de moi. C'est vraiment, on parle de catharsis, mais c'est presque de l'exorcisme par le langage. C'est la bonne mise à distance. C'est ça. Du coup, ton rôle à toi, quand tu es au Rwanda, au Congo, quand tu es dans ces associations, j'imagine que c'est souvent des associations ou des regroupements, en tout cas, de victimes de violences, souvent des femmes, mais pas que. Comment tu arrives là-dedans ? Comment se passe ton travail ? C'est vraiment en lien avec une adaptation à chaque fois selon le groupe. Généralement, ce que j'essaye de faire, c'est qu'on a une partie qui va être plus sur le corporel, donc pour essayer de reprendre, on va dire, une réappropriation du corps. Et puis, on a une partie qui, elle, va être plus dans l'échange, dans le langage. Quelquefois, ça passe par des cercles de parole où tout d'un coup, on va avoir une personne qui va oser se mettre debout et qui va raconter, ou alors qui va m'avoir contacté avant pour me dire, moi, j'aimerais pouvoir parler de ça. Donc, c'est moi qui parle et pas la personne. Quelquefois, on va travailler à jouer des situations, qu'elles soient parler ou non, parce que quelquefois le corps peut justement être dans une fixité d'image pour essayer de témoigner de quelque chose. Et puis ensuite, selon le désir des participants, on va jusqu'à monter un spectacle ou alors simplement rester sur quelque chose de très individuel et les personnes repartent avec un certain bien-être. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu ritualisé, mais qui permettent vraiment de pouvoir avoir un mieux-être après. Où tu t'adaptes en fait systématiquement. J'aimerais qu'on parle 30 secondes de toi dans ces situations-là. Comment est-ce que tu trouves la bonne distance pour pouvoir accompagner et qu'est-ce que tu apprends et retires de leur courage ? Ce serait des exemples que j'utiliserais beaucoup dans le coaching pour des personnes qui vont être hyper empathiques. Je dis toujours que quand on voit quelqu'un à terre, si on se met à terre soi, c'est assez difficile de pouvoir aider la personne à se relever. Il faut être en capacité, au contraire, d'être debout, de trouver la force de pouvoir s'accroupir, de tendre la main et d'aider, justement, avec une conscience de maîtrise d'un transfert de poids pour pouvoir faire en sorte que l'autre se relève. Cette distance, ça a été un travail que j'ai dû faire sur moi pour la trouver. Au début, j'étais complètement mangée par le témoignage de l'autre.
Et c'est justement la psychologie positive qui va beaucoup m'aider, à la fois à me préserver et à comprendre que un corps en burn-out sert un peu moins qu'un corps qui ne l'est pas. Et c'est vrai que pour des personnes qui vont être dans la volonté de don, et j'en connais beaucoup, j'en vois beaucoup dans les institutions, en entreprise, etc., qui veulent bien faire dans un perfectionnisme ultime, on donne moins bien quand on donne tout. Bien sûr. Fait, bizarrement, pour des questions de rentabilité, là les gens commencent à le comprendre, de rentabilité, d'efficacité personnelle, si on veut vraiment donner le meilleur de soi, il faut la juste distance. Il faut la juste distance et puis il faut le meilleur pour soi. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va donner, il donne durer de soi. C'est ça, en fait. Ces questions-là sont éminemment importantes et elles doivent être conscientiser tôt, surtout lorsqu'on veut se destiner à des carrières qui vont être des carrières profondément de don. Julia, j'aimerais t'amener sur un autre sujet. Et je le savais dès le début de notre échange, j'ai trop de sujets pour ma petite durée de podcast. Donc du coup, j'ai la frustration de passer un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave, on va faire avec. Tu as créé un espèce de parallèle avec, un parallèle avec les accords d'Abraham qu'on connaît, accords qui mettent autour de la table Israël, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Maroc. Tu as créé un parallèle féminin que tu as appelé les accords de Sarah et d'Ajar, du nom des deux femmes d'Isaac, qui ont créé les deux grandes religions monothéistes que sont le judaïsme et l'islam. Comment diable tu en es arrivé là ? Pardonne ma question. Et est-ce que tu peux revenir sur ce concept de diplomatie civile ? Alors, comme je le disais en introduction, pour moi, j'ai simplement changé de scène. Donc, la psychologie positive, je vais pouvoir la rencontrer à Harvard Université, tu l'as mentionné. Tal Ben-Shahar, le professeur de bonheur, va me conseiller de pouvoir me tourner vers le coaching, c'est-à-dire il va me dire que la façon de faire parler les grands brûlés de la vie au travers du théâtre, c'est très bien, mais si je veux un vrai changement sociétal, il faut que je puisse être en capacité de pouvoir parler à des personnes qui vont être décisionnaires. Donc il me conseille de pouvoir utiliser ce théâtre, mais d'un point de vue coaching, secteur public, secteur privé. Et dans ce cadre, j'ai la chance de me retrouver en 2023 coach de l'ambassadrice des Émirats Arabes Unis. Et moi de lui dire bien sûr ma frustration d'avoir toujours des hommes à la table de négociation. Et voilà, je lui parle des accords d'Abraham. Je lui dis que ce serait quand même intéressant de pouvoir imaginer des accords d'Abraham au féminin. Et puis je lui dis qu'on devrait appeler ces accords Sarah et Hajar du nom des femmes d'Abraham. Et elle me dit si vous le faites, moi, je vous suis. Et elle me dit, allez-y. Alors, comment est-ce qu'on fait pour allez-y ? En fait, tu avais une forme d'énervement personnel féministe que tu as verbalisé auprès de la bonne personne et c'est devenu réel. Exactement, c'est devenu réel. Incroyable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était trop politique pour que ce soit fait par ma casquette UNESCO. Puisqu'en 2012, je rejoins les ambassadeurs de bonne volonté en tant qu'artiste de l'UNESCO pour la paix. Donc, j'enlève ma casquette UNESCO et je vais toquer aux portes des ministères des Affaires étrangères. Et moi qui connais un petit peu les différentes langues, j'entends certains ministres des Affaires étrangères qui font non mais Skounada, quoi, c'est qui cette bonne femme, elle veut quoi ? Et l'autre de lui répondre, c'est une petite femme, mère au foyer, elle a de l'argent à dépenser, elle a une bonne idée, on va la suivre. Si jamais ça marche, on dira que c'est nous. Si ça marche pas, c'est une initiative civile. Elle compte pour du beurre. Et du coup, je me suis retrouvée 23 avril 2023 avec des représentantes officielles du Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Maroc et Israël qui ont signé ces accords de Sarah et Hagar. Bien sûr, le 7 octobre est arrivé, donc on nous a demandé d'être un peu discret, mais c'est ce qui va me permettre aussi de faire ces masterclass de préparation en fait à la négociation pour les femmes à Chypre, avec des représentants de diplomatie de ces 4 pays, puisqu'en fait, en ce moment, je me bats pour qu'une résolution puisse passer, que j'ai présentée aux Nations Unies le 10 septembre dernier, qui s'appelle No Peace Without Women, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un pourcentage de 30% de femmes aux tables de négociation diplomatiques. Qu'est-ce que vous en attendiez concrètement quand tu mets autour de la table des femmes représentantes de la diplomatie de ces différents pays ? Vous signez sur quoi ? Sur quels engagements ? Et puis, est-ce que tu pourras également nous dire quel est l'état des lieux aujourd'hui ? On l'imagine bien, on le voit sur les photos dans les journaux. La diplomatie nous semble de loin, de très loin, nous qui ne la fréquentons pas, très masculine. Mais on en est où ? Et qu'est-ce que ça change d'avoir des femmes autour de la table ?
Alors, la signature des accords de Sarah et Hagar, le but en était de pouvoir créer un consortium de femmes pour pouvoir leur permettre non seulement de pouvoir travailler sur la population féminine du Moyen-Orient, mais également se tourner vers une sorte de hub, vers des questions touchant à la guerre, au dialogue interreligieux interculturel, à la question du rapport à la guerre, etc. Donc des choses autres, pour montrer que la femme peut aussi réfléchir à autre chose. État des lieux de diplomatie féministe. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 2 semaines, il y a eu cette rencontre autour de la diplomatie féministe qui a été organisée par le Quai d'Orsay. L'année prochaine, ce sera en Espagne. Et alors c'est intéressant parce que pour certains, la diplomatie féministe, c'est plus de femmes au gouvernement. Alors oui, plus de plantes vertes aux tables, oui, pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir stratégiquement dire, vous voulez une plante verte, autant que vous la mettiez, parce que ça fera plus joli, sur une table où on discute de l'avenir du monde, de l'avenir de la planète, du rapport à la guerre. Donc des femmes, oui, mais pour faire quoi ? C'est ça. Des femmes, oui, mais pour faire quoi ? La plupart du temps, des femmes qui sont au gouvernement, elles lisent des prompteurs, elles sont obligées de relayer des décrets qui ont déjà été pris sans elles, donc elles ont peu la parole. Alors, il y a bien sûr des exceptions, mais on va dire que c'est encore assez peu. Aujourd'hui, la situation est absolument déplorable. Depuis 92, moins de 6% de femmes ont signé des accords de paix. On doit avoir autour de, je crois, 12% de femmes qui sont médiatrices. On le voit bien, de toute façon, tu le disais, on a toujours monsieur Trump, monsieur Poutine, monsieur Trump, monsieur Zelensky, et puis bon, bien sûr, on a la jolie jeune femme derrière avec le beau chapeau qui attend et avec la plante verte. Voilà. Et voilà, avec qui compte pour du beurre. Excusez-moi, pour moi, ça compte pour du beurre. Et moi, je ne peux pas imaginer qu'on puisse continuer un avenir comme ça. C'est pas seulement un phénomène d'inclusion, qu'on me comprenne bien. Ce n'est pas un phénomène d'inclusion, c'est un phénomène de justice. Ce qui est extrêmement différent, et je le mentionnais plus tôt, la femme n'est pas une minorité qui doit être représentée. C'est une majorité qui se doit d'avoir une voix à la table où l'on discute de l'avenir du monde. Tu sais, quand je t'entends, ça me fait penser à ces images d'archives de l'époque de Simone Veil qui cherchait désespérément à passer sa loi sur l'avortement, on est en 74, et qui était quasiment la seule femme représentée à l'Assemblée nationale, et qui cherchait à faire passer donc une loi éminemment féministe, dans un monde d'hommes. Et quand on voit ces images, on est ahuri par à la fois évidemment la violence des propos auxquels elle a dû faire face, mais l'absence totale de compréhension des enjeux des hommes politiques qui représentaient la France à l'époque. J'ai l'impression de transposer ça au sujet de la diplomatie, où on a encore ce monde complètement masculin. Et la question que tu lèves, quand je t'entends, c'est évidemment pas juste la représentation des femmes, mais la représentation de tout ce qu'elles portent aussi comme question, comme préoccupation, et qui pourrait être passé sous silence dans une diplomatie complètement masculine. Est-ce que c'est ça ce que tu veux nous dire ? Simone Veil, elle a réussi à faire passer la loi sur l'avortement comment ? Est-ce que tu te rappelles son discours ? Elle a réussi en disant qu'en fait, une femme qui avorte ne le fait pas de gaieté de cœur. Et là, tout d'un coup, les hommes ont entendu. Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'une revendication féministe. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un rapport au corps, qui est de l'ordre de la souffrance. Une femme qui va devoir devenir négociatrice, qui va devoir assumer le fait d'être à la table d'un monsieur Trump et d'un monsieur Poutine, la vraie question, c'est est-ce qu'elle va le faire de gaieté de cœur ? Peut-être pas, mais elle va le faire en ayant conscience de ce qu'elle représente et aussi d'un rapport qui va être un autre rapport à la vie que ce rapport masculin qui peut être proposé. On l'a vu par les études que lorsqu'une femme est à la table de négociation, 35% des accords pris sont plus long terme. On le voit aussi en termes d'éclaircissement, d'éclairage différent, dans un rapport qui généralement est plutôt de l'ordre du bras de fer, avec une volonté de maintenir la relation. Peut-être pour conclure ce chapitre-là, Gulia, qu'est-ce que tu attends du coup des discussions qui sont en cours autour de la diplomatie féminine ? Tu attends la mise en place de quotas ? Tu attends des engagements de différents pays ? Qu'est-ce concrètement, où est-ce que tu voudrais, dans tes rêves les plus fous, qu'on aille ?
Le 10 septembre dernier, j'avais été invitée dans les Peace Talks, qui sont des réunions qui se font aux Nations Unies depuis maintenant une 30aine d'années. C'est une fois par an. Et donc, on m'a invitée pour faire du storytelling. Il y a des membres du gouvernement qui sont là, il y a des activistes qui sont là, des survivants de génocide. Sauf que dans le storytelling que j'ai fait sur l'art-thérapie, j'ai dit, voilà, c'est la résolution que j'aimerais pouvoir initier. Moi, ce que j'attends, c'est 30% de femmes aux tables de négociation, avec bien sûr un travail de formation de ces femmes au niveau de la négociation, avec bien sûr un peu plus tard 50%, pourquoi pas, soyons 30%, fous. On dit toujours que c'est le chiffre bascule. C'est le chiffre bascule, exactement. Où tu es vraiment entendu, tu peux vraiment avoir une capacité d'expression. C'est ça. Moi, ce que j'essaye de faire, surtout lorsque les personnes, et tu m'as pas posé cette question, me disent, mais vous vous rendez compte quand même que la haine que l'on a au niveau des guerres, c'est quand même la mère qui le met dans la tête du fils qui deviendra soldat, ou alors pire. Mais qu'est-ce qui se passe si en fait les femmes, elles sont à la table de négociation et c'est pas mieux ? Alors la réponse, elle est très simple. Encore une fois, comme le but n'est pas uniquement d'inclusion, c'est un but de justice. Que la femme fasse mieux ou qu'elle ne fasse pas mieux, peu m'importe. Ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'il puisse y avoir une représentativité en termes de justice pour faire en sorte que la femme arrête d'être l'infirmière et penser les bobos de la guerre que d'autres qu'elle ont mis en place et pour qu'elle puisse être partie prenante des décisions touchantes à l'avenir du monde. Tu me fais penser à la phrase de Françoise Giroud qui nous disait que quand on aura des femmes aussi incompétentes que des hommes à des postes clés, alors on aura vraiment réussi la bataille féministe. C'est ça. Gulia, j'arrive à mes questions finales, malheureusement. Il faudra qu'on enregistre un numéro 2 de Demain n'attend pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on a laissées de côté. On y reviendra, j'espère. J'ai 2 questions que j'aime bien avec lesquelles j'aime bien terminer notre échange. La première, c'est est-ce que tu as un livre qui a été important pour toi, qui t'a structuré, que tu aimerais nous passer aujourd'hui ? Alors, il s'agit du livre Feminavox, qui est un livre qui est sorti chez Gallimard et qui reprend en fait les différentes voix de la Journée internationale des droits des femmes que j'ai mise en place à l'UNESCO depuis maintenant 7-8 ans. J'aime particulièrement ce que dit le docteur Mukwege ou Eve Ensler, ces femmes en fait qui sont là, Diane von Furstenberg, la grande duchesse de Luxembourg, enfin, ces femmes qui sont là et ces hommes qui sont là pour pouvoir nous dire quelque chose d'un baromètre des droits des femmes qu'on ne peut entendre nulle part ailleurs. Merci infiniment, Gulia. Ce qui m'amène à ma dernière question qui est quelle personne inspirante et engagée devrait prendre ta place, Gulia, sur ce siège au micro de Demain n'attend pas. Dieu seul sait que tu en as rencontré. Tu as l'embarras du choix. Alors, une femme ou un homme, c'est vrai que j'en connais tellement, ça va être difficile. Eh bien, je vais penser à Sophie Yannikopoulos, qui est à la tête de Adobe France et qui fait un travail incroyable dans l'humilité qu'elle peut avoir de travailler sur elle-même toujours, à essayer de donner le meilleur. Elle a une façon justement de voir l'entreprise de demain que je trouve passionnante. Donc, je dirais que elle peut tout à fait prendre ma place au micro, sans problème. Merci infiniment, Gulia. C'était une discussion passionnante. Merci d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça et de nous inspirer à notre tour. Merci, Delphine. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.